En 1965, il y a un professeur algérien qui est invité à prononcer un discours de bienvenue. Ouais, pour une visite officielle, c'est ça? Exactement. Donc, il s'avance, il commence son texte, et là, il se trompe sur une seule syllabe. Aïe. Au lieu de prononcer le nom du président en exercice, donc Boumedienne, il lâche Ben Bella, le président déchu. Juste un lapsus, quoi. Ouais, une seule petite syllabe de travers. Il a dit Ben au lieu de Bou. Et pour cette erreur, cet homme a été jeté en prison. C'est complètement fou quand on y pense. C'est glaçant même. Et aujourd'hui, on passe à la loupe une exploration qui nous prouve que l'histoire d'une nation, la vraie histoire, elle s'écrit pas seulement avec des traités en bronze. Ni avec des discours de généraux. Voilà. Elle se forge à travers les vies, absurdes, parfois terrifiantes, mais profondément héroïques de personnes ordinaires. Donc, décortiquons tout ça aujourd'hui. Je suis tout à fait prête. Super. Notre analyse du jour se concentre sur le livre « Ces personnes que j'ai connues » de Slemia Ben Daoud, un ouvrage paru chez Hello Éditions en 2026. Un livre vraiment fascinant d'ailleurs. Ah ça, oui. Et l'objectif de notre discussion, c'est de comprendre les mécanismes d'une transition vertigineuse. Comment l'Algérie est passée de la colonisation à l'indépendance, puis à la modernité, mais tout ça à travers le prisme de ces héros invisibles du quotidien. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le choix même des sources de l'auteur. Je veux dire, il court-circuite complètement la narration officielle. Ouais, il n'y a pas de grand théoricien dans ce livre. Non, pas du tout. La matière première de son analyse, ce sont des forgerons, des veuves, des flics de quartier, des journalistes de province. Les petites gens, quoi. Exactement. Et en analysant ces trajectoires, on ne regarde pas du tout les décisions qui sont prises au sommet de l'État. En fait, on observe comment la base encaisse, comment elle s'adapte et surtout comment elle survit au bouleversement de la grande histoire. Mais avant d'arriver au drame de l'indépendance et de toute cette bureaucratie naissante, il faut d'abord comprendre sur quel terreau tout ça a poussé. Tout à fait. L'enracinement. C'est ça. Le livre commence par un ancrage hyper terrien. Il nous présente un personnage, Badri. C'est le doyen des maquignons. Vous savez, ces marchands de bestiaux traditionnels. Oui, un homme qui a quasiment frôlé le siècle d'existence. C'est bien ça, hein? C'est ça, le type incarne vraiment un monde pré-industriel. C'est-à-dire qu'il y va jamais chez le médecin, il se soigne exclusivement avec des plantes. Ouais, une diététique ancestrale hyper stricte. Voilà, il mange de façon très traditionnelle, aucun produit transformé. C'est un homme qui représente l'autonomie totale d'une société face à son environnement. C'est ça qui est fort. Badri Guignat, il délègue pas du tout sa santé ou sa survie à des institutions modernes. Attendez, je vous arrête 2 secondes, parce que est-ce qu'on risque pas de tomber dans, une forme de romantisme de la pauvreté ici? C'est-à-dire? Refuser la médecine moderne, ça ressemble quand même presque à de l'entêtement irrationnel, non? Est-ce que la vie était vraiment, entre guillemets, meilleure avant l'arrivée du progrès, ou est-ce que c'est juste l'auteur qui est pas hyper nostalgique? C'est une super question. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça ressemble à de l'obstination pure et simple. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Mais en fait, la dynamique sous-jacente ici, c'est une question de contrôle. Badri, il vivait en symbiose avec un environnement qu'il maîtrisait parfaitement. D'accord. Et la tragédie de sa fin de vie le prouve très bien. Parce que c'est pas la maladie qui l'abat à la fin. Non, c'est l'urbanisation. Exactement. C'est ce que le livre appelle l'avancée du béton. L'urbanisation sauvage vient littéralement engloutir ses pâturages. Ah ouais, le rouleau compresseur de la modernité. C'est tout à fait ça. Cet homme qui était invincible face à la nature, il se retrouve forcé, la mort dans l'âme, en pleurs même, de vendre ses 2 dernières vaches au marché. C'est terrible comme image. Oui. Et pour le coup, c'est pas juste la fermeture d'une ferme, c'est l'effondrement de tout un écosystème psychologique, un monde où l'humain interagissait avec la terre au lieu de juste la subir. On passe de l'organique à l'artificiel, en gros. Exactement. Et d'ailleurs, l'auteur dresse un portrait un peu similaire dans l'esprit, mais avec une maîtrise différente, à travers le personnage de Maez Mohamed. Celui qu'on appelait Bin Abdeka? Oui, Bin Abdeka, le forgeron de l'ex-Dupéré. Là, on a vraiment l'image du démiurge, le créateur. Le gars porte un tablier en peau de chameau et il dompte le feu avec une précision, mais maniaque. C'est un artiste de l'enclume, en fait. Totalement. L'auteur décrit ses coups de marteau comme s'il jouait une partition de musique. J'adore cette métaphore. Et dans son atelier, côte ses clés, tous ses outils sont alignés avec une rigueur presque militaire. C'est pas juste du travail manuel, c'est une noblesse du geste. Le forgeron, dans les sociétés traditionnelles, il occupe toujours une place très à part. Pourquoi ça?
parce que c'est le maître de la transformation, il maîtrise les éléments. Ben Abdelkam montre comment l'humain imposait sa volonté à la matière juste par sa compétence physique et par l'artisanat pur. Ouais. Si on met Badri et Ben Abdelkam côte à côte, on comprend vraiment le choc de la modernité. Ces hommes-là, ils maîtrisaient leur monde. Alors qu'aujourd'hui? Alors qu'aujourd'hui, dans notre environnement ultra-technologique, c'est l'environnement qui nous gouverne. Ah ouais, c'est l'infrastructure qui nous maîtrise. On est soumis à l'écran, au réseau, au béton. Voilà. Eux, ils étaient vraiment les chefs d'orchestre de leur réalité immédiate. C'est fascinant parce que cette réalité immédiate, cette stabilité terrienne et artisanale, elle va être complètement pulvérisée par la guerre d'indépendance. C'est la fracture totale. Et la question qui se pose, alors sociologiquement parlant, c'est quand tout le tissu social est déchiré, quand les hommes tombent sous les balles, comment est-ce qu'une société évite l'effondrement absolu? Ouais, qui est-ce qui ramasse les morceaux, quoi? Exactement. Qui élève la génération suivante pour qu'il puisse espérer construire un pays? Et c'est là que l'analyse de ce que j'appellerais les infrastructures invisibles prend tout son sens. Les infrastructures invisibles. Oui. Quand on parle de reconstruction après une guerre, on pense tout de suite aux routes, aux hôpitaux, aux écoles. Mais en fait, l'infrastructure primaire d'une société traumatisée, ce sont les corps et les esprits de ceux qui restent. Ouais, le prix du sang, en gros. Voilà. Le prix de la libération a été colossal, c'est un fait. Mais le fardeau silencieux de la survie quotidienne, lui, il l'a été encore plus. Ce qui nous amène au destin de Ftaïma. Franchement, c'est l'illustration la plus bouleversante du bouquin pour moi. Je suis complètement d'accord. C'est poignant. Cette femme, elle devient veuve à seulement 20 ans. Son mari, Kelouaz Mohamed, c'est un shahid, donc un martyr tombé au maquis pendant la guerre de libération, en 59. Et elle se retrouve seule. Seule, et surtout pendant 60 ans, elle vit dans l'ignorance totale de l'endroit où repose son mari. Il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. 60 ans d'attente. Ouais. Et il a fallu attendre 2018, lors d'une tempête d'une violence mais inouïe sur la côte de l'Hérat, pour que la terre se déchire littéralement et révèle les ossements de plusieurs martyrs. C'est incroyable. C'est la nature qui finit par recracher la vérité, comme vous dites. Exactement. La tempête dévoile la tombe. L'événement climatique agit comme un révélateur historique ici. Mais ce qui est central d'un point de vue sociologique, c'est la réaction de Fatima face à ce dévoilement. Et c'est ça qui donne le vertige. Après 60 ans de deuil silencieux, elle se tient enfin face à la sépulture. Elle est entourée de toute sa famille, de ses petits-enfants. N'importe qui se serait effondré. Bah oui. Mais elle l'interdit. Elle l'interdit de pleurer. Ouais. Elle ordonne à ses descendants de ne pas verser une seule larme. Elle exige qu'ils restent de marbre devant la tombe. C'est d'une dignité incroyable. Et cette femme, il faut le préciser, elle n'a jamais appris à lire ni à écrire. Elle a refusé tout remariage pour devenir l'unique chef de famille, sacrifiant chaque once de sa jeunesse. Pour le bien collectif de sa famille. C'est ça. Quand on y pense, depuis notre époque contemporaine où la moindre petite contrariété est documentée, analysée, partagée sur les réseaux sociaux pour avoir des likes ou du réconfort. C'est sûr que ça contraste. Le stoïcisme de Ftaïma y semble vraiment appartenir à une autre dimension psychologique, non? Ce contraste, il est fondamental. En fait, Ftaïma n'a pas refoulé son chagrin, elle l'a transmuté en devoir. Transmuté en devoir, ouais, c'est bien dit. Le stoïcisme dont elle fait preuve devant la tombe, c'est pas un manque d'émotion, c'est une véritable pédagogie par l'exemple. Elle leur donne une leçon en direct. Exactement. Elle enseigne à ses petits-enfants que la douleur privée, elle doit s'effacer devant la dignité collective. C'est puissant. Et des milliers de veuves ont agi comme ce ciment invisible stabilisant une société qui, sans elle, aurait probablement sombré dans le chaos psychologique absolu. Et en parlant de transmutation du traumatisme, le livre nous livre aussi le parcours de Marius, de son vrai nom Laïd. Ah oui, l'histoire de Laïd. Là, on plonge presque dans le réalisme magique, franchement. Sauf que c'est de la vraie histoire avec un grand H. Enfant, ce garçon, Laïd, est sourd et muet. Il est, lui aussi, fils d'un martyr de la guerre. Jusque-là, une tragédie classique de l'époque. Ouais. Mais un jour, un colon prénommé Marius lui tire dessus et lui loge une balle dans la jambe. Une violence gratuite, innommable. Et là, le mécanisme de survie du cerveau fait une chose impensable. Le choc traumatique mais absolu de cette agression déclenche un électrochoc chez l'enfant. C'est médicalement fascinant. Il recouvre partiellement l'ouïe et la parole suite au coup de feu. C'est tellement dingue qu'il gardera même le prénom de son agresseur, Marius, comme surnom toute sa vie.
Si on relie ça à la vision globale, c'est vraiment une incarnation somatique de l'histoire du pays. Comment ça? Bah, regardez, la violence coloniale, son but, c'était d'intimider, de paralyser, de détruire. De faire taire, ouais. Et au final, ça déclenche l'éveil d'une voix qui était murée dans le silence. C'est la métaphore parfaite d'une nation qui trouve sa capacité à s'exprimer, à exister, précisément à travers le choc de la violence qu'elle subit. Waouh! Vu comme ça, c'est vrai que la métaphore est parfaite. Et ce qui fait de cet éveil par la suite est tout aussi redoutable. Ah oui, parce que comme il a quand même des difficultés d'élocution, il développe en compensation une hypervigilance de fou. Il devient vigile. Oui, un vigile hors pair. Il lit sur les lèvres, il anticipe tous les mouvements, il traque les voleurs avec une forme d'intelligence presque prédatrice. Il a littéralement transformé son handicap en un radar humain. C'est une leçon d'adaptation pure. Mais une fois que la guerre est finie, que des piliers silencieux comme Futaima ont assuré la base familiale et que des survivants comme Marius ont retrouvé leur voie, Ouais. Il y a un nouveau défi titanesque qui émerge. Ah, la construction de l'État. Exactement, il faut faire tourner le pays, il faut inventer un État du jour au lendemain pour remplacer tout l'appareil colonial qui s'est évaporé. Et ça, franchement, c'est comme essayer de construire un avion en plein vol. C'est exactement ça. On demande à des gens qui étaient hier marginalisés, voire complètement analphabètes, d'enfiler le costume de fonctionnaire de l'État. Et c'est là qu'intervient le personnage d'El Kanoun. Ah, El Kanoul. La loi. Oui, son nom signifie littéralement « la loi ». Cet homme, c'est un agent de l'ordre public qui est affecté à la ville d'Indefla. Et le détail qui tue, c'est qu'il ne sait ni lire ni écrire. Un policier illettré, voilà. Il est incapable de rédiger ses propres procès-verbaux, donc ce sont ses collègues qui le font à sa place. Mais alors pourquoi, à votre avis, la population accordait bien plus de confiance à un flic illettré qu'à des magistrats surdiplômés? Eh bien, parce qu'il y a une différence fondamentale, surtout dans une société en pleine transition comme ça. Laquelle? La différence entre la légalité bureaucratique, qui est froide, et l'autorité morale. Ah ouais. El Kanoun y jugeait pas les citoyens selon un code pénal abstrait venu d'un ministère lointain. Il jugeait les actes concrets, les intentions, les conséquences réelles sur la communauté. Sa grille de lecture, elle n'était pas juridique du tout, elle était éthique. Voilà, c'est la morale avant la lettre. Et son départ à la retraite le prouve de manière magistrale. C'est l'une des meilleures anecdotes du bouquin. Il va pas juste au bureau récupérer sa pension, hein. Non, il fait quelque chose de beaucoup plus fort. Il organise une véritable procession expiatoire. Le gars parcourt chaque rue, chaque quartier de la ville, et il demande publiquement pardon aux habitants au cas où, dans l'exercice de ses fonctions, il aurait commis une injustice involontaire. C'est un acte de reddition de compte direct, ça. Absolument. L'État naissant, c'est une machine qui peut être sans visage. Mais un homme comme El Kanoun, il nous rappelle que la légitimité d'une institution, elle repose d'abord sur la probité individuelle de ceux qui l'incarnent. Il se sentait redevable envers les gens de la rue. Oui, il avait besoin de l'absolution de ses pairs, et pas de son supérieur hiérarchique. Et pourtant, ce ministère lointain, cet État en pleine consolidation, il se cherchait désespérément une structure, lui aussi. Et ça passait souvent par, on va pas se mentir, une brutalité assumée, surtout dans l'éducation. Ah oui, l'école Assem. Le livre décrit des figures terrifiantes de l'enseignement. Il y a Sheikh Ambarek, que tout le monde appelait Salazar, ça annonce la couleur. C'est clair. Et il y a le colosse El Ostoul, à Miliana. Ces types imposaient une discipline de fer. Ils distribuaient des coups de règle, ils terrorisaient littéralement les élèves. On pourrait se dire que c'était juste des petits tyrans locaux qui abusaient de leur pouvoir. On pourrait le penser, ouais. Sauf que le comportement de ces figures éducatives, il obéit à une vraie logique. Une logique de terreur? Une logique de structuration d'urgence. Le jeune État devait forger des citoyens disciplinés, presque à la chaîne, pour rattraper le retard et moderniser le pays au plus vite. Donc la violence faisait partie du programme, en gros. Ce qui est hyper intéressant dans le livre, c'est qu'il montre toujours la faille humaine derrière l'uniforme ou l'autorité. Ouais, le détail génial de l'auteur ici, c'est de révéler qu'El Ostoul, donc ce géant qui faisait trembler toute la cour de récré, il s'est effondré en larmes le jour de la mort d'Elvis Presley. J'adore cette anecdote. Ça casse complètement le mythe du monstre sans cœur. Le mec est un tyran la journée et il pleure pour le king le soir. C'est la complexité humaine. Mais bon, si l'autorité locale avait ce genre de visage humain et contradictoire, la bureaucratie centrale, elle, devenait de plus en plus une machine paranoïaque et impitoyable. Ce qui nous ramène à l'histoire du professeur Lafaranti dont on a parlé au tout début. Exactement. Le lapsus qui coûte la liberté.
Ce passage sur la construction de l'État, il est crucial. Et je tiens à préciser que l'approche de l'auteur est particulièrement analytique. Oui, il faut bien le souligner pour ceux qui nous écoutent. L'auteur ne cherche absolument pas à distribuer des bons ou des mauvais points idéologiques entre les différentes factions du FLN de l'époque. Il se contente vraiment d'exposer, de manière factuelle, la mécanique clinique d'un jeune pouvoir politique. Un pouvoir qui craint pour sa propre survie? C'est ça ? L'histoire de la Faranti parle d'elle-même. C'était un ancien militant, et il se retrouve emprisonné juste pour avoir bafouillé, pour avoir dit Ben Bella à la place de Boumedienne. Juste une erreur de prononciation ? Mais comment on peut expliquer qu'un État puisse se sentir menacé par un simple lapsus, au point de briser la vie d'un prof dévoué? Parce que dans les phases de consolidation d'un régime post-révolutionnaire, la syntaxe, les mots qu'on choisit, ça devient la preuve ultime de la loyauté. Ah ouais, le moindre mot compte. Le pouvoir est si fragile qu'il n'y a plus aucune place pour la marge d'erreur humaine. Un lapsus, c'est pas perçu comme « oh il est fatigué » ou « c'est un accident ». Non, c'est immédiatement codé par la machine institutionnelle comme un acte de sédition. Une menace existentielle, carrément. Voilà, et le contraste avec El Kanoun est hyper frappant. D'un côté, on a le flic illettré qui demande pardon à la rue pour ses possibles erreurs, et de l'autre, on a l'État armé de ses dogmes qui punit la moindre hésitation verbale de ses citoyens éduqués. C'est fou. Alors justement, face à cette machine d'État qui se rigidifie comme ça, on pourrait s'attendre à ce que la société plie les chines et se taise. Mais l'histoire ne fonctionne jamais à sens unique. Exact. Quand la pression d'en haut devient trop forte, il y a une nouvelle génération qui émerge. Et eux, ils sont armés de stylos et d'idées. Ils commencent à contester. C'est l'éveil de la critique intellectuelle. C'est ça. On passe des armes aux stylos. L'incarnation parfaite de cette fronde, c'est le journaliste Saad Bouakba, surnommé Ekel. Une figure incontournable. L'auteur le résume avec la règle des 5 E. Le mec est entreprenant, endiablé, enquiquinant, emmerdeur et empoisonnant. C'est un sacré CV. Bouakba, c'est le poil à gratter institutionnalisé. Il utilise un lexique animalier pour démonter les politiciens dans ses billets. Résultat, il se fait arrêter, suspendre, menacer en permanence. Et il plie jamais. C'est ça qui me fascine. Comment un homme seul, avec juste sa plume, arrive à affronter tout un système répressif sans se faire broyer et surtout sans se faire acheter. Vite que dans un système opaque, la corruption et les privilèges, ce sont les toutes premières armes qu'on utilise pour faire taire la critique. On t'achète ton silence avec du confort. Exactement. Donc, en conservant son vieux costume de prolétaire toute sa vie, en gardant son simple numéro de téléphone, le 0661, pour rester joignable par le peuple. Il refuse le numéro VIP. Voilà. Il s'est créé une véritable armure d'austérité. Il possède rien de matériel que l'État puisse lui retirer en guise de punition, à part sa liberté physique. C'est brillant. Il s'oppose à ce que l'auteur appelle de façon très judicieuse le mentir vrai politique. Vous savez, cette capacité du système à falsifier la réalité tout en exigeant que tout le monde y croie. Et cette guerre contre le mentir vrai, elle s'est pas limitée aux salles de rédaction de la presse. Non, l'université aussi. L'université et la jeunesse ont été le théâtre de lutte, mais acharnée. Le livre nous plonge dans la trajectoire hyper tragique de Kedar Bereka. Ah oui, l'étudiant en architecture. C'est ça, il était originaire d'un Defla, une région qui était tellement marquée par les luttes syndicales à l'époque qu'on l'a surnommé le petit Moscou. C'est dire l'ambiance. Bereka, c'était un militant communiste. Il croyait fermement à un changement radical du système par la lutte étudiante et syndicale. Et là encore, l'auteur reste d'une neutralité désarmante. C'est important de le rappeler, l'auteur et nous-mêmes, on ne prend pas parti pour l'idéologie communiste, ni pour l'État d'ailleurs. Exact, on documente simplement le coût humain de l'engagement politique, ce qui est le propos du livre. Et ce coût humain, il est terrible pour lui. Ouais. Bereka finit traqué par la police à cause de son militantisme. La clandestinité l'oblige à vivre caché, ce qui l'empêche de se soigner correctement. Sa maladie s'aggrave. Oui, et ça le conduit à une mort prématurée à seulement 24 ans. Mourir d'avoir fui à 24 ans, c'est tragique. Mais au-delà de la tragédie personnelle, l'événement qui secoue vraiment toute la région, ce sont ses funérailles. C'est le point d'orgue de son histoire dans le livre, oui. Le livre s'y attarde beaucoup. Pour la première fois dans cette région très traditionnelle, on remarque la présence massive des femmes lors de la mise en terre. Ce qui ne se faisait pas du tout. Et en plus, ses camarades prononcent des oraisons funèbres d'une puissance idéologique totalement inédite. Mais en quoi un simple enterrement, aussi triste soit-il, devient un basculement historique? Valeur profonde d'une société. Ah, je vois. En bouleversant les codes traditionnels de l'enterrement, avec la présence visible et militante des femmes, avec des discours politiques prononcés juste au bord de la tombe, la jeunesse montre que le monopole de la morale
a changé de camp. Bereka, mort, devient un symbole. Exactement. Le symbole d'une société qui n'est plus seulement soudée par la religion ou par la tradition terrienne du forgeron, mais par des idéologies politiques modernes et par la contestation étudiante. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie quand on prend un peu de recul ? C'est la grande question. À travers cette chronique de Slemnia Ben Daoud, on réalise que l'histoire, la grande histoire, c'est pas le récit stérile des réunions dans les palais présidentiels. Non, c'est le bruit de la rue. C'est le son métallique de l'enclume d'un forgeron qui refuse de se soumettre au béton. C'est les larmes séchées de force par une veuve de 20 ans face à une tombe retrouvée. C'est la quête de rédemption d'un policier qui sait pas lire. C'est le stylo empoisonné d'un journaliste insoumis. Je suis persuadée que l'apport majeur de cette exploration, c'est de démontrer la puissance de la tradition orale lorsqu'elle est enfin fixée par l'écrit. La mémoire sauvegardée. Exactement. En racontant les vies de ces, entre guillemets, petites gens, l'auteur sauvegarde la dignité de ceux qui ont été la véritable salle des machines de la nation. Et le truc, c'est que quiconque s'arrête 2 minutes pour observer sa propre communauté y trouvera des figures similaires. Des héros locaux. Oui, ces héros invisibles, ils existent partout, dans tous les pays. Ce sont les fondations discrètes sur lesquelles nos sociétés continuent de tenir debout aujourd'hui. Et justement, cette idée de héros invisible, ça pose un défi redoutable à notre propre époque. Comment ça ? On a passé toute cette analyse à détailler la vie de gens qui opéraient dans le silence, la clandestinité ou l'humilité la plus totale. Ouais, des gens qui faisaient pas de bruit. Mais aujourd'hui, on vit dans un écosystème où l'attention numérique, c'est devenu la seule monnaie d'échange. On a une mémoire ultra rapide, mais totalement volatile. L'omniprésence du bruit médiatique, ouais. Si une action n'est pas mise en scène, filmée et validée par une métrique virtuelle, Par des likes, des vues. voilà, c'est presque comme si elle n'existait pas dans la psyché collective actuelle. Exactement. Et ça m'amène à une réflexion finale qui dépasse un peu le cadre strict du livre, mais qui s'impose presque cruellement quand on y pense. Je vous écoute. Si une figure de droiture absolue, comme l'illettré El Kanoun, ou une figure de résilience titanique comme la veuve Fetaïma, si ces gens vivaient leur drame aujourd'hui, Qu'est-ce qui se passerait ? est-ce que leur sacrifice, purement silencieux, serait totalement noyé dans ce brouhaha de notifications incessantes ? Est-ce que cette forme d'humilité majestueuse, qui ne réclame aucun quart d'heure de célébrité sur Internet, est-ce qu'elle est génétiquement incompatible avec l'ère moderne ? C'est une vraie question existentielle pour notre époque. Peut-être que le véritable défi contemporain, c'est pas seulement de se souvenir de l'histoire dans les livres, mais d'avoir encore la patience, l'attention, d'écouter le silence de ceux qui la font au quotidien, avant que la bibliothèque intérieure des anciens de nos propres quartiers ne parte en fumée. C'est sur ça qu'on va laisser ceux qui nous écoutent réfléchir aujourd'hui.